Bonjour à vous tous et toutes des deux côtés de l'Atlantique, au nom du CRILC, du Fonds de recherche du Québec, de l'Université Laval, de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire. Au nom de Marie-Ève et de moi-même, je vous souhaite la bienvenue à la première rencontre de notre série de conférences intitulée Lecture éco-poétique des littératures autochtones du Québec. Je suis Diana Mistriano, actuellement candidate à l'HDR à l'Université de Passau et co-organisatrice de ce cycle de conférences qu'on espère pouvoir pérenniser et dont l'objectif est de favoriser le partage, le dialogue et l'échange sur les travaux en cours sur les littératures autochtones du Québec ou au Québec. Et nous aurons peut-être l'occasion de parler de la relation entre justement préposition et territoire. Parlant de territoire, l'Université de Montréal, où je me trouve en ce moment, est située sur un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé. Et donc, nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne de cette terre. Et nous tenons à remercier le CRILC, en particulier Annie Tanguay et Charlotte Monfait, pour l'organisation de cette série de conférences et pour leur soutien technique, logistique et scientifique. Et à titre personnel, je remercie aussi l'Association internationale des études québécoises et encore le CRILC de m'avoir accordé la bourse de mobilité de recherche Jean-Cléo Godin, qui me permet d'être à Montréal et donc de co-organiser cet événement. Nous souhaitons remercier aussi les chercheuses, chercheurs et artistes qui ont accepté notre invitation à partager leurs travaux. Il s'agit de Franck Mirou, Virginia Pesemape-Bordelot, Julie Fromont, Elena Goldhofer, Anna Kansepolski-Teichmann, Doris Eibel et Malo Brewer, un groupe qui réunit 6 universités canadiennes et européennes. Euh, Juste un mot sur quelle est notre philosophie, donc quelle est la philosophie de ces rencontres. C'est d'abord celle de l'open science, liée à l'idée de partager des travaux, des concepts, des idées et des projets de recherche en cours, mais c'est aussi celle de la coopération et des liens que nous avons tissés et que nous devons encore tisser, parce que nous sommes convaincus que la recherche sur les littératures autochtones ne peut se faire que dans le cadre de dialogues transatlantiques. Et c'est aussi une philosophie relationnelle indissociable de notre objet de recherche, est fondée sur ce que des chercheurs et des artistes comme Natasha Canapé-Fontaine et Chadwick Allen nous ont récemment transmis, à savoir, et c'est une invitation autant qu'un avertissement, le fait que les liens de recherche avec les communautés autochtones doivent être des engagements à long terme, voire à vie. Et je vais tout de suite donner la parole à Marie-Ève et ensuite à nos invités. Mais j'aimerais aussi partager le fait que c'est un moment de fête et de célébration dans le monde des études littéraires autochtones au Québec. Non seulement parce que juin est le mois national de l'histoire autochtone au Canada et le mois de l'initiative Je lis autochtone au Québec, mais aussi parce que la première école d'été sur les littératures autochtones au Québec organisée par Marie-Ève Bradette et Edith Bélanger vient d'avoir lieu à l'Université Laval la dernière semaine de mai. Ensuite, le dernier numéro de la revue Voix et Images qui est paru il y a quelques mois, a été entièrement consacré à l'œuvre artistique et littéraire de Virginia Pesemape-Bordelot. Et c'est un numéro édité et dirigé par Marie-Ève Bradette. Et last but definitely not least, le livre de Marie-Ève, Langue en portage, résurgence littéraire et langagière dans les écritures autochtones féminines, publié il y a un an aux presses de l'Université de Montréal, vient de recevoir le prestigieux prix du meilleur livre 2025 de l'Association des professeurs de français des universités et collèges canadiens. Euh, mais je souhaite quand même souligner qu'il ne s'agit pas du premier prix que Marie-Ève se voit décerner pour sa recherche sur les littératures autochtones. Marie-Ève, félicitations. Est-ce qu'il s'agit de ton troisième prix? Oui, c'est mon troisième prix. Les deux autres étaient pour des articles individuels et non pas
pour un livre. Donc, c'est le premier prix et sans doute le seul là, pour cet ouvrage. Merci Diana de le mentionner. Ça fait toujours plaisir de recevoir ces reconnaissances pour les travaux de recherche et qui me semble être aussi des reconnaissances sur la possibilité plus large que d'étudier les littératures autochtones en contexte universitaire aussi, ce qui, on se rappelle, n'était pas le cas il y a pas si longtemps encore en contexte québécois. Donc, c'est une belle réussite de ce point de vue-là. Donc, merci Diana pour la présentation. J'en profite pour remercier toutes et tous d'être présentes aujourd'hui. C'est un cycle de conférences qui s'inscrit donc dans le cadre aussi des travaux de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec. Et donc, dans une volonté véritablement de joindre les travaux sur la littérature, les créateurs, les créatrices qui produisent cette littérature et de poser un regard aussi sur l'enseignement des littératures autochtones. Ce sont les missions de la chaire. Mon Internet est un peu instable, donc je vais arrêter ici pour céder la parole à Julie Froment. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour, je tiens à remercier les organisatrices. Je vais vous présenter brièvement, donc vous aurez, Franck, tu auras peut-être le temps de rétablir la connexion en attendant. Je tiens à remercier aussi les organisatrices de ces rencontres, Charlotte Moffett, Annie Tanguay, mais également Diana Mistreanu et Marie-Ève Bradette pour leur invitation et leur confiance. Donc c'est un plaisir pour moi d'animer cette première rencontre de ce cycle de conférences qui porte sur l'éco-poétique dans les littératures autochtones du Québec. Donc on a l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'avoir comme intervenante et intervenant premièrement Virginia Pesce-Matteo Bordelot, que je suis d'ailleurs enchantée de rencontrer aujourd'hui. Je vous présente quand même brièvement, même si ce n'est plus vraiment nécessaire, mais vous êtes une artiste multidisciplinaire de la nation Iyu. Vous êtes peintre, sculptrice, poète et romancière. Parmi vos œuvres littéraires notoires, il y a notamment L'Amant du lac, mais aussi Ours bleu, L'Enfant hiver ou encore Je te veux vivant. Donc une autrice incontournable des littératures autochtones contemporaines du Québec. Comme intervenant, nous avons donc Franck Mirou qui devrait revenir bientôt, qui est maître de conférences en études anglophones, responsable de la licence de langue étrangère appliquée et du master de traduction à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ses travaux portent notamment sur les littératures et les cultures autochtones du Canada et des États-Unis. Et pour information, en janvier 2026, il fera paraître une monographie consacrée aux récits de fiction des survivants des pensionnats indiens aux presses universitaires du Septentrion. Donc aujourd'hui, il va nous parler de l'éco-poétique dans l'œuvre de Virginia, en particulier dans L'Amant du lac. Donc on va l'écouter pendant environ 30-35 minutes. Ensuite, il y aura un temps d'échange entre nos deux intervenants et tout le reste du temps sera consacré à un échange collectif entre nous toutes et nous tous. Donc sans plus attendre, je laisse maintenant la parole à Franck. Je vous remercie beaucoup, donc Diana et Marie-Ève, de m'avoir invité à partager avec vous aujourd'hui certaines lectures des textes de Virginia. Et je remercie vraiment Virginia de nous faire l'amitié de participer à ce temps d'échange. J'avais menti sur la marchandise en vous présentant ma conférence. J'avais dit poétique du territoire et territoire poétique dans l'œuvre de Virginia Pesce-Matteo Bordelot. Mais je me suis dit en 30 minutes, c'est très ambitieux et très présomptueux. Donc j'ai décidé de réduire mon analyse à un roman qui me semble particulièrement intéressant et qui est L'Amant du lac. Très récemment, dans un atelier sur les souverainetés autochtones qui était organisé dans le cadre du congrès de l'Association française des études américaines, j'ai entendu une doctorante dire que l'association autochtone territoire était devenue un cliché. Elle parlait de l'œuvre de l'artiste Titsita, c'est-à-dire Cheyenne Tommy Orange, qui en effet déconstruit certaines représentations du territoire dans ses romans There et Wandering Stars. Le fait est que pour Tommy Orange, qui a grandi à Auckland, dans la banlieue de San Francisco, sans se rendre, semble-t-il, sur le territoire de la tribu des Cheyennes du Sud, qui est la nation à laquelle il appartient, dont il est membre en Oklahoma, le lien donc avec le territoire était évidemment problématique. En outre, comme cela est le cas pour beaucoup de tribus et de nations autochtones des États-Unis, surtout pour celles dont les réserves se trouvent en Oklahoma, le territoire d'origine ne correspond plus au lieu physique où ces peuples résident aujourd'hui. Les politiques de déplacement de population qui ont eu lieu dans la première moitié du XIXe siècle surtout, tout au long en fait du XIXe siècle,
ont contraint de nombreuses tribus à migrer du sud-est des États-Unis, la Géorgie, le Tennessee, l'Alabama, la Floride et les Carolines, mais aussi le Minnesota pour les Anishinaabe, vers l'Oklahoma, qui était initialement conçu par le gouvernement américain pour être un territoire indien, jusqu'à ce qu'on y découvre de l'or au début du XXe siècle. Et je vous laisse imaginer ce qui s'est passé à ce moment-là. Plus récemment, dans les années 50 et 60, la politique de termination a quant à elle conduit de nombreuses familles autochtones à migrer vers les banlieues des grandes villes états-uniennes. Cependant, affirmer que l'association autochtonie-territoire est devenue un stéréotype relève à mon sens de l'erreur de lecture. Après tout, Tommy Orange intitule son premier roman « There », un double emploi de l'adverbe de lieu et une référence à une citation de Gertrude Stein, « There is no there », qui place le territoire, son absence en l'occurrence, et sa reconstruction symbolique au cœur du récit. La perte du territoire, c'est-à-dire les spoliations foncières, sont à l'origine des relations entre les peuples autochtones et les colons ou leurs descendants, tant aux États-Unis qu'au Canada. Comme le rappelle le chercheur Kanyenkahaka Taiyake Alfred, la restitution des terres est au cœur du problème des identités autochtones. L'absence de conquête militaire au Canada et le nombre plus restreint de déplacements de population n'y changent rien. Les luttes territoriales se mènent désormais devant les tribunaux en concluant de nouveaux traités, c'est le cas des Inuits et des Inuits du Nunavik par exemple, en militant sur le terrain, mais aussi sur le papier, sur la toile, sur la pellicule, sur les ondes radiophoniques et sur les plateformes de diffusion en ligne. L'ampleur des conséquences relatives à la privation des territoires tient au fait que l'équation identité, langue, territoire est une constante chez l'écrasante majorité des peuples autochtones des États-Unis et du Canada. C'est précisément ce que met en exergue Joséphine Bacon lorsqu'elle affirme qu'on ne peut pas accomplir pleinement son identité Innu sans être allé sur le Nutchmit, c'est-à-dire l'intérieur des terres. Ce qu'elle fait quand elle redynamise la langue du Nutchmit, qui n'est pas celle de la réserve, nous dit-elle, et il faut bien faire attention à différencier la réserve du territoire, ce qu'elle fait donc, c'est qu'elle procède par le truchement de l'écriture à un réinvestissement symbolique du territoire où le Nutchimiwaimun, la langue du Nutchmit, trouve ses racines et où les identités Innu se fondent. Pour en revenir au cliché, ce qui constitue une approche stéréotypée des questions d'autochtonie, c'est le fait d'essentialiser cette relation entre peuples autochtones et territoire. C'est le mythe, par exemple, du Green Indian, inventé par les allochtones pour satisfaire leur fantasme d'ensauvagement, un mythe que l'historien états-unien Shepard Kresh déconstruit dans son ouvrage The Ecological Indian. Or, lorsque Joséphine Bacon explique que Nutchmit n'accepte pas de détermination possessive, elle met le doigt sur une dimension essentielle de la question. Si nous, et je dis nous parce que je m'inclus évidemment dans cette catégorie, mais certains d'entre vous sont peut-être membres de communautés autochtones, mais si nous, lecteurs allochtones, voulons avoir accès à ces réécritures du territoire, nous devons accepter de remettre en question la notion de propriété foncière, telle que les épistémologies coloniales eurocentrées la définissent. Tu appartiens à Nutchmit, mais Nutchmit ne t'appartient pas, souligne Bacon. C'est donc non pas une relation de propriété qui s'établit, mais d'interaction et d'interdépendance permanente. Dans son roman L'Amant du lac, paru en 2013 aux éditions Mémoire d'Encrier, l'artiste pluridisciplinaire Iu Virginia Pesema-Peo-Bordelot offre une démonstration magistrale de la manière dont cette relation humain-territoire fonctionne. Virginia est née en 1951 à Rapide-des-Cèdres. Je vous ai mis une carte, mais vous devez savoir bien évidemment où c'est-à-dire elle est née finalement à la confluence de deux espaces, l'Abitibi-Témiscamingue, enfin le nord de l'Abitibi, et la Jamésie. Elle a grandi dans le bois, près de Sainte-Terre, c'est-à-dire à la limite donc entre Abitibi et Jamésie. Son père était carteron, d'ascendance canadienne-française et autochtone. Sa mère était de Waskaganish, dans la région de la baie James, c'est-à-dire le territoire Iowiché. Virginia est auteure de 3 romans, comme vous le savez. Ours bleu, paru en 2007, dans lequel l'héroïne renoue avec le territoire Iyu après la mort de son fils. L'Amant du lac, paru en 2013, qui sera au cœur de ma conférence aujourd'hui. Et L'Enfant hiver, paru en 2014, dans lequel elle aborde la douloureuse question de la perte d'un enfant. Elle a également publié 4 recueils de poésie, De rouge et de blanc, paru en 2012, Je te veux vivant, paru en 2016, Poésie en marche pour Cindy en 2018 et Ishkude Utaban qui est paru l'an dernier en 2024. Elle est également artiste plasticienne et peintre.
Les espaces dans lesquels elle a grandi, c'est-à-dire les environs de Sainte-Terre, et ceux dans lesquels elle vit désormais, aux portes du parc d'Aiguebelle, près du lac Abitibi, peuplent l'œuvre de Virginia. C'est le cas, par exemple, de ces tableaux. J'ai pris 2 exemples. La forêt abitibienne, ravagée par les flammes de 2023, s'affiche dans une série de tableaux dont la composition fut dictée par la colère de voir ces espaces détruits par l'inconséquence de l'homme. Les empreintes du lynx, du loup et du renard dans la neige autour de ce qu'elle appelle son territoire, c'est-à-dire autour de sa maison dans la région de Rouyn-Noranda, guident le lecteur et la mère mutilée par la perte de son enfant au fil d'une série de poèmes dont Je te veux vivant. Les propriétés curatives du territoire CRI, EU, se propagent au gré des pages d'Ours bleu. Ce même territoire enveloppe et dissimule le corps de Cindy Rupert House dans Poésie en marche pour Cindy. J'aurais pu construire mon intervention en croisant toutes ces œuvres, comme je l'avais imaginé au départ, mais j'ai pensé que dans le temps qui m'est imparti, il serait plus sage de cibler ce qui me semble être la plus représentative de ces œuvres quant à la question du territoire, l'amont du lac. Le récit se déroule donc au début des années 40 sur les berges du lac Abitibi et en Europe. Gabrielle, jeune métisse ayant grandi parmi la communauté autochtone de l'Ontario, une communauté autochtone de l'Ontario, traverse en canoë le lac Abitibi pour échapper aux agents de la gendarmerie royale qui le poursuivent pour braconnage. Il manque de mourir noyé lors d'une tempête sur le lac, mais il parvient à rejoindre la rive québécoise du lac où il est accueilli par les femmes d'une petite communauté algonquine. Une relation amoureuse se noue entre le jeune métis et Wabuguni, une jeune algonquine. Celle-ci est la petite fille de Zakiganikwe, une vieille chamane qui a été violée par un jésuite dans sa jeunesse. De ce viol est née la mère de Wabuguni, désormais décédée. Gabriel, quant à lui, est susceptible à tout moment d'être mobilisé pour être envoyé sur le front en Europe. Lors de sa parution, le roman a été présenté comme premier roman érotique, écrit par une femme autochtone. Une appellation qui, je le sais, insupporte Virginia. J'ai proposé plutôt à Virginia de parler de romans éco-érotico-poétiques, ce qui a semblé lui plaire, pour insister sur la manière dont la sensualité s'exprime autant entre les sujets humains qu'entre éléments humains et non humains du récit. Dès le titre du roman, une ambiguïté se crée. L'amant du lac. S'agit-il d'un amant qui se trouve près d'un lac ou d'un amant qui entretient une relation charnelle avec un lac? L'emploi de l'article du n'établit pas tant une relation de possession que d'appartenance entre un personnage humain, l'amant, et non humain, le lac. Ce lac, bien sûr, c'est le lac Abitibi, une étendue d'eau immense, 931 km² et des milliers d'îles, dont le nom en Abitibi-Winnik signifie là où les eaux se séparent. C'est donc a priori une relation sensuelle qui se noue dès la première de couverture entre le lac et l'amant, avec en illustration le corps dénudé d'une jeune fille dont on imagine qu'il s'agit de Wabuguni. Cette remise en question de la hiérarchie sujet humain, objet non humain se confirme dès le prologue. Virginia Pessemapeo-Bordelot pose en effet le lac comme personnage principal de son roman. Je cite, « Et l'Abitibi, pareil à son lac, belle et envoûtante. Le lac Abitibi demeure le personnage principal avec son droit de vie ou de mort sur ceux qui s'aventurent sur ses eaux, complice de la force de la vieille Zakiganikwe et de la témérité du métis, complice de la rencontre des chairs et des âmes et des cœurs qui s'enflamment. » Elle situe d'ailleurs le récit dans une temporalité antérieure à l'imposition par les Blancs du dualisme nature-culture, sur lequel la pensée philosophique occidentale s'est appuyée du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. On connaît tous la déconstruction de cette dualité par l'anthropologue Philippe Descola dans son ouvrage Par-delà nature et culture. Je cite donc ce deuxième passage. Ce roman est un roman d'amour entre une algonquine et un métis, mais aussi un amour de toutes sortes, enchevêtré dans l'histoire des premiers peuples. Une histoire où règne violence et colère, et surtout une histoire de plaisir des corps, dans un monde qui n'a pas encore connu les pensionnats pour autochtones et les abus multiples des religieux sur les enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette époque, avant le clivage des esprits chez les Amérindiens, une époque où il était encore possible de vivre libre dans la nature vierge et grandiose en Abitibi. En procédant de la sorte, Virginia Pessemapeo-Bordelot contribue à rétablir une liberté de mouvement et de pensée dont les peuples autochtones du Canada furent longtemps privés. On pense à l'interdiction des danses autochtones, bien sûr, au permis de circuler qui avait été instauré pour pouvoir sortir des réserves à une certaine époque, à l'enfermement dans les réserves, ce que je nomme la stratégie de contention de l'Indien au Canada. Et les pensionnats en faisaient partie. Dès lors, les corps ne se trouvent pas circonscrits au cadre restreint et stérile de la réserve. Je cite,
Il s'agit de dénouer les mailles des blessures liées à la perte du territoire intime, perte de l'identité individuelle et citoyenne, perte de l'identité sexuelle, perte du corps jouissance et de l'innocence et de la simplicité des jeux de l'amour que les abus des prêtres ont laissés sur nos corps et nos âmes. Dans un premier temps, le choix de l'anaphore, dans le segment placé en incise, accentue le sentiment de perte qui découle de la violation des territoires. En outre, le prologue amorce également une fusion entre territoire géographique et territoire intime. De cette fusion découle l'idée que la perte du lien avec le territoire constitue une perte identitaire, que l'exposition à la corruption qu'engendre la proximité avec les populations colonisatrices accentue. Ce que met en lumière ce passage, que je viens de projeter, dans lequel la vieille Zakiganekwe mesure l'ampleur du désastre écologique et épistémologique qui touche les espaces boréales du nord du Québec dans les années 40. Elle, c'est Zakiganekwe, écrasait l'herbe avec une pierre ronde sur une plaque de granit, mêlait son rituel de prière et de sons issus de ses entrailles. Un chant guttural pareil au vent qui s'engouffrait dans la vallée par la forêt de grands pins. Ils étaient majestueux, debout depuis des siècles sur cette pointe que ses ancêtres avaient adoptée, le lieu de campement d'été pour la saison des amours, des mûres et des fleurs. Une angoisse la prenait lorsque ses visions montraient cette presqu'île nue et vide. Ces blancs coupés en forcenés ces arbres qui lui parlaient à elle, qui lui racontaient par les racines les humeurs de la terre. Il lui disait que leur tour viendrait, abattus, dépecés, transportés ailleurs, que leur heure allait sonner à eux, les derniers habitants libres de cette région, qu'ils allaient être parqués dans des espaces réduits, comme ceux du Sud. La vieille le savait, se doutait que les territoires de son peuple seraient réduits en peau de chagrin, morcelés par ces nouveaux arrivants, avides d'espace et de l'or de la terre. Les communautés autochtones vivant sur ces territoires sont corrompues, comme les espaces boréals sont corrompus par l'essor des industries extractives et forestières. La survie de ces populations se trouve compromise, comme les celles des arbres. Par le biais de comparaisons, le chant de la chamane et le vent dans les branches, que les allitérations de fricatives et propagent dans le texte, grâce à un brouillage grammatical qui s'opère par un jeu sur les déterminants déictiques et possessifs et permet un glissement du végétal vers l'humain, Virginia Pessemapeo-Bordelot donne à voir et à entendre le sort que la forêt et les peuples autochtones qui en dépendent partagent. Elle place au centre de son récit la question de la destruction des identités autochtones comme conséquence directe de la disparition des territoires à une époque charnière de l'histoire du Québec. Ce sont les prémices de l'intrusion massive de populations allochtones dans des espaces jusqu'alors assez préservés, jusque dans les années 40 et 50. Écocide et épistémicide se trouvent donc très étroitement liés dans le roman de Virginia Pessemapeo-Bordelot. Tout indique que le roman doit être appréhendé comme un récit de la résurgence des épistémologies mises à mal lors de la colonisation des espaces canadiens. Le chercheur Cherokee Daniel Heath Justice définit une notion de parenté, qu'il appelle kinship en anglais, qui rassemble les humains et les non-humains. Selon lui, une des conséquences du colonialisme de peuplement fut justement de distendre ce lien. Virginia Pessemapeo-Bordelot s'attache justement à rétablir cette relation. Comme nous l'avons vu dès le prologue, le sujet humain fait l'objet d'un décentrement au profit du sujet non humain. Sur le plan stylistique, ce décentrement s'opère par le biais de plusieurs procédés. L'un d'eux est la textualisation des corps humains au moyen de tropes tels que la comparaison et la métaphore. Ces corps se trouvent minéralisés, c'est-à-dire sédimentés dans le bouclier canadien, cet agrégat de roches volcaniques, plutoniques et sédimentaires caractéristique des paysages de l'Abitibi. Je lis les deux exemples. La toile des tentes battait au vent et les jupes se plaquaient contre les jambes des Algonquines, dont quelques-unes semblaient taillées en pierre de fée. Ces sculptures naturelles, des concrétions calcaires aux formes gracieuses et rondes, qui abondaient sur les grèves du lac Abitibi. Ou le visage de Zakiganekwe, qui est décrit de la façon suivante. Cette femme était dure comme du granit. Rien ne semblait l'émouvoir. La vie passait sur elle sans y laisser de marque, insensible jusqu'à la nausée. Alors, les pierres de fée, je vous ai mis une photo. Virginia m'a fait découvrir ça l'année dernière. J'en ai ramené quelques en France. Ce sont des concrétions de sable fin, de limon, de ciment et de calcaire et de micro-organismes fossilisés lors de la fonte des glaces après la dernière glaciation, qui sont très caractéristiques des berges du lac Abitibi et qui, chez les Anishinaabe, avaient une fonction apotropaïque, c'est-à-dire la fonction d'éloigner les mauvais esprits. Quant à la citation numéro 2, vous apprécierez, je vous l'ai mis en relief en utilisant des couleurs, vous apprécierez l'allitération de dentale et d'occlusive qui souligne la dureté du visage de la vieille femme par un jeu sonore.
comme c'est souvent le cas dans l'écriture de Virginia. La liquéfaction du corps de la femme autochtone au moyen de choix lexicaux, de comparaisons et de métaphores qui abolissent la frontière entre corps féminin et éléments aquatiques est un autre de ces procédés, justement. Je cite le premier exemple. L'amante était belle. Alors on est dans le passage qui relate la première relation sexuelle entre le métis et la jeune Algonquine, les Wabuguni. L'amante était belle, magnifique de rondeur et de creux au-dessus du bassin qui ondulait, telle une source autour d'un rocher. Elle était grandie, aussi grande que lui, avec des chevilles et des poignets fins, une ossature délicate. Elle coulait sur lui, tendre et vive, en même temps sinueuse, une algue dansante au fond du lac. Elle absorbait sa force ardente avec patience, avec dévouement, avec ferveur. Les corps autochtones sont, on pourrait dire, donc éco-érotisés par la médiation de la langue, et il en résulte une esthétique physiologique qui témoigne d'une hypersensibilité à la matérialité des corps, ainsi que d'une hyperconscience du caractère sensuel de l'expérience du lien avec le territoire. Simultanément, on assiste à une corporalisation des territoires, ça c'est le second exemple. Le métis nageait dans l'onde froide du matin. C'est le lendemain matin, donc il sort de la tente et il plonge dans le lac Abitibi. Ses bras entraient dans l'eau, puis en ressortaient en un rythme régulier. Le battement de ses pieds le propulsait vers le large. Parfois, il plongeait et elle voyait ses jambes disparaître en laissant à peine une ride sur le lac. Cet homme aimait cette eau et cette eau l'aimait. Pour l'instant, il lui faisait l'amour avec tout son être, glissait entier en elle qui, silencieuse, retenait ses clapotements, ses gargouillements de maîtresse en attente. Le corps ouvrait la montre liquide, la pourfendait pour mieux la fouiller. Il retenait son souffle, puis au moment où il voyait rouge, d'un coup de jarret, il remontait, sa tête émergeait des eaux, et alors elle frémissait, ondoyait vers la rive, et léchait le sable en douceur. Vous remarquerez l'emploi des déictiques, les parallélismes grammaticaux, le chiasme, bien sûr, cet homme aimait cette eau et cette eau l'aimait, et la proximité dans le texte entre les deux passages que je viens de citer, tout invite le lecteur ou la lectrice à opérer à une fusion entre le corps de Wabuguni et les eaux du lac. Et justement, en chimie, la fusion, c'est le passage de l'état solide, la transition de l'état solide à l'état liquide. Les jeux sonores d'allitération de liquide et la mouillure, c'est le son yeux, le son le et le son yeux, soulignent cette fusion des corps. Je vous laisse relire le passage à voix haute si vous le souhaitez plus tard. Tandis que l'assonance en marque cet état transitoire dans lequel se trouvent les personnages humains quand ils sont dans l'eau du lac. C'est un classique de la poésie francophone. On pense par exemple à Verlaine, les premiers vers de Mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, et ces assonances en qui créent cet état transitoire entre le rêve et la réalité. On va le retrouver dans un autre passage tout à l'heure. Toutefois, cette remise en question des représentations eurocentrées du rapport au monde ne s'arrête pas là. Le passage suivant est très intéressant. Au moyen d'une métaphore filée, vous allez le voir, Virginia nous invite également à questionner les frontières entre le masculin et le féminin. C'est une porosité qui est annoncée dès le prologue du roman, puisqu'elle nous dit qu'en langue iou, il n'existe pas de détermination genrée des substantifs, mais une détermination animée-inanimée. C'est quelque chose sur lequel Thomson Highway insiste également beaucoup dans son roman Kiss of the Fur Queen. Je lis le passage. Je suis un homme au mouvement liquide, une rivière qui se couche en cherchant un nouveau lit chaque nuit. Je cours vers le fleuve, là-haut, loin vers le nord, derrière la ligne de partage des eaux. Les amours, comme des bois morts, me griffent le dos. Je dois poursuivre ma vie d'eau, car même si tu me bois, que tu m'as bu, je m'échapperai encore et encore. Il crut les verbes asséchés. La main poursuivit son chemin sur les feuilles écornées, retroussées par tant de manipulations. Tu aurais été mon phalène, mon papillon de feu, brillant au milieu de mes crépuscules, envoûtant de mystère et de liberté du geste, toi la beauté, toi la fille de la forêt, à la toison rouge, à la peau couleur de terre, porteuse à jamais de mon éblouissement, enfouie en ton ventre doux et affamée de joie. On voit bien donc comme l'eau, qui est un élément traditionnellement associé au corps féminin dans les littératures de tradition européenne, ne fait qu'un avec le corps de l'homme, le corps du métis, dans cet extrait, tout comme il n'a fait qu'un avec le corps de Wabuguni dans les extraits précédents. Au fil des pages, Virginia Pessemà-Bordelot parvient à tisser une hypersensibilité à la matérialité des corps et à la corporalité des espaces. C'est ce dont atteste cet autre extrait dans lequel Gabriel se baigne à nouveau dans le lac. Les mots lui manquaient pour décrire avec justesse la ligne brisée de l'horizon sous cette douce nitescence mêlée, enténébrée de mystère. Mais quel pays songea-t-il? Une terre dont le ventre en roche volcanique affleurait avec des dessins de crustacés fossilisés dans la veine de la pierre. Mais où était la mer qui autrefois bougeait ici à sa place? Où les eaux salées s'étaient-elles écoulées?
Combien de millions d'années avaient enjambé cet endroit précis où les rêves des ours se soldaient par des pêches miraculeuses, dans les ruisseaux, des fourmilières habitées, des ruches sucrées ou une profusion de bleuets dans les sous-bois tapissés d'humus. Un glapissement troua le silence, sans doute une renarde élant son petit. Le chant poignant de solitude du huard monta du lac. Il était fils de ces bois, de ces eaux qui frappaient doucement le sable en prenant garde d'aller au-delà de la forêt, du vent, en accordant le rythme avec l'air dans lequel remuaient les branches des trembles et des bouleaux, en un ruissellement qui montait sur le flanc des arbres et descendait de leur tronc vers la mousse. Couché sous les étoiles, j'entends une cascade qui coule du firmament. C'est la respiration des feuilles. Si je me couche sous toi, ô lac sous tes eaux, ancré au fond de ton lit, entendrai-je le halètement des feuillages? Ton souffle est-il d'eau ou d'étoiles? Gabriel accepta l'invitation des eaux. Il se dévêtit et se tint debout devant la lune qui roulait en face de l'étoile polaire. Il nagea sur le dos, fit la planche en tentant de saturer son regard de ce ciel dont la beauté lui donnait la chair de poule. Il plongea. La lumière le suivit sous la surface et les remous sur le sable, au fond, se muèrent en cercle qui se brisait en lignes ondoyantes. Un essaim de poisson minuscule s'écarta sous lui en symbiose, en un seul mouvement d'étincelle argentée. Il remonta pour reprendre son souffle. Le vent, donc, propage son souffle dans le texte par le biais, une fois de plus, d'une allitération de fricative, le son f, ve et s, ainsi que le flot de la cascade qui se fait entendre au moyen d'une répétition du son que dans le second vers du poème, du court poème. Grâce à un redéploiement du champ lexical de l'eau et des parties du corps, grâce à un jeu sur les lignes géométriques qui se dessinent sous l'eau, grâce à l'évocation du mouvement synchronisé du banc de poissons argenté, l'écriture restitue la relation symbiotique qui se crée entre le métis et le territoire, toujours dans un environnement dont le caractère transitoire est mis en exergue une nouvelle fois par une assonance du son en. Territoire terrestre et aquatique, mais également territoire céleste, reliant la Terre et tous ceux qui y habitent, animaux humains et non humains, plantes et minéraux, à un récit cosmogonique englobant toute la création, puisque chez les Iyu, qui se nomme le peuple des étoiles ou le peuple étoile, la cosmogonie Iyu donc accorde une importance particulière aux constellations et au territoire céleste, dont Iyu Ishi n'est qu'une projection sur cette Terre. Cette symbiose, donc, ne reflète cependant pas une vision idéalisée du territoire. Dès les premières pages du roman, l'extrême dangerosité du lac est exposée, dès lors que ce dernier dispose d'un droit de vie ou de mort, nous l'avons vu sur les humains. On voit bien dans l'extrait suivant ce qui se produit lorsque le métis traverse le lac. Il aimait ce lac, le lac Abitibi. Il était né sur ses rives. Pourtant, ce lac allait le tuer, l'entraîner vers cette voie fatale où sa témérité l'emportait malgré lui. Ce lac qu'il avait parcouru, ses baies arrondies et riches d'abris de castors, de trous de loutre aux faciès souriants et aux lustres doux, soyeux. Par les soirs d'hiver, dans sa cabane solitaire, engloutie sous la neige, il se caressait avec cette fourrure qui lui rappelait le velouté de la chair de femme. Ce lac aux îles nombreuses, il repère étalé sur des centaines de kilomètres, île propice aux escales de nomades. On voit bien ici dans ce passage le glissement narratif entre la volonté meurtrière du lac et les traits de caractère de Gabriel. Il n'y a jamais donc d'essentialisation du territoire dans l'écriture de Virginia. Ça me rappelle une citation, je cite souvent Philippe Jacquin, qui était un anthropologue qui a travaillé sur les Amérindiens, surtout aux États-Unis, mais également au Canada. J'aime beaucoup cette phrase de Jacquin quand il dit « l'Indien ne protégeait pas la nature, il s'en protégeait ». Je la pense de mes lectures assez juste en ce qu'elle montre que la relation avec le territoire n'est pas une relation à idéaliser. Elle est juste une relation de symbiose et d'interdépendance qui n'est pas exempte de danger. Aucun essentialisme dans le texte de Virginia PCMAP au bord de l'eau, aucun indien écolo avant l'heure, simplement une relation de codépendance entre humain et territoire. Le rétablissement finalement d'une vision holistique du monde, une vision non polarisante, non clivante et non anthropocentrée. C'est un univers dans lequel la vie et la mort coexistent en permanence, où l'équilibre entre les éléments qui le composent est indispensable, mais fragile. Dans l'environnement animiste que Virginia PCMAP au bord de l'eau rétablit, les Mantu, et je renvoie donc à ce que Basil Johnston en dit, ce sont les figures tutélaires qui renvoient à des réalités supranaturelles, nous dit Johnston, mais qui s'incarnent dans des éléments du monde physique en interagissant avec les humains, qui établissent donc un lien essentiel entre humains, animaux, plantes et tous les éléments naturels du territoire. Donc les Mantu, ces esprits, cohabitent avec les éléments humains.
Le territoire se trouve donc animé au sens propre du terme. Ce potentiel du territoire est d'ailleurs exploité par Washeshkun lorsqu'après avoir été violée par le missionnaire jésuite, elle se relève et se met à hurler. Je lis le passage. Le sang continuant à couler de sa blessure, Washeshkun rampa hors de son abri, se traîna vers le lac. Les yeux secs, elle respirait avec peine. Puis elle se releva, marcha dans l'eau et se dirigea vers les profondeurs. Le froid la saisit et calma la brûlure. Elle glissa sur des pierres rondes et visqueuses, tomba. Elle but la tasse, s'étouffa, se remit debout en crachant. Alors elle hurla. Le corps penché, les bras autour de son ventre, les cheveux humides couvrant sa figure, la bouche ouverte, les yeux sur les eaux lisses, très calme, elle hurla. Un cri si sauvage et si déchirant que toute la forêt se tut. Le silence des oiseaux englobait la stupeur des esprits des bois, car la magie de Washeshkun venait de tourner au noir. Les vents contraires se rassemblèrent autour d'elle, se jetèrent sur la surface du lac, hélèrent les nuages qui apparurent par grappes des 4 directions. Washeshkun hurlait toujours. Le canot des 2 hommes tanguait, un point minuscule sur la vastitude. La houle enfla, grossit, frappa la jeune fille de plein fouet, mais elle tenait bon sur ses jambes, raidie par la démesure de sa douleur, de sa rage et de son chagrin. Les vagues roulaient sur elle de plus en plus fortes, et quand elles l'engloutirent, elle cessa de crier. Elles la poussèrent vers la rive, la tapèrent dans le dos, l'obligeant malgré elle à retourner sur la terre ferme. Même si elle se laissait couler, elle flottait à la surface comme un bout de bois mort. Au soleil des baies rouges, le corps gonflé du religieux émergea du lac Abitibi, le visage rogné par les poissons. Dans cet extrait remarquablement bien écrit, à mon sens, la rage de la femme dont le corps a été souillé, profané par le jésuite, se mue en une tempête sur le lac qui engloutit le prêtre. La jeune algonquine mobilise les vents et les nuages. L'allitération de la consonne fricative voisée, le son résonne tel le roulement de l'orage. Je vous laisse lire un cri si sauvage et si déchirant que toute la forêt. On a une allitération du son produit par la lettre R en français, donc qui résonne tel le roulement de l'orage qui monte du lac. Et simultanément, le choix de la phrase nominale, le corps penché, les bras autour de son ventre, les cheveux humides couvrant sa figure, la bouche ouverte, les yeux sur les eaux lisses, très calme, elle hurla. Donc le choix de la phrase nominale a pour effet d'accélérer le rythme du paragraphe de manière à restituer la rapidité avec laquelle les émotions, la rage en l'occurrence, se manifestent, ainsi que leur violence. Et la rupture rythmique provoquée par la phrase simple réduite à son état minimal, syntagme nominal, syntagme verbal, elle hurla, quant à elle, restitue toute la puissance et la soudaineté du hurlement de Washeshkun. Le lac la pousse à vivre, malgré elle, la sauve de l'anéantissement, tout en signant celui de son violeur. Cet épisode marque d'ailleurs le changement de nom de l'Algonquine. Washeshkun, qui signifie éclaircie ou lumineuse, voit cette lumière s'éteindre en elle et devient Wakiganekwe, la femme du lac ou la femme lac. Pour conclure cette brève approche donc des questions de territoire dans l'amont du lac de Virginia Pessemap et au bord de l'eau, je voudrais souligner que le récit proposé par Virginia s'inscrit pleinement dans une veine de la résurgence qui rend les littératures autochtones contemporaines, à mon sens, si dynamiques et si efficaces. Elle accomplit ce que le chercheur Nehio Neil MacLeod nomme « coming home through stories », c'est-à-dire une réintégration par le biais du récit des espaces dont on a été expulsé. Une résistance, nous dit MacLeod, à la diaspora idéologique et culturelle imposée lors de la colonisation. Si, comme l'affirme le philosophe Pierre Changes, l'écho poétique se caractérise par une reconstitution de l'oikos, c'est-à-dire la résurgence d'un lieu d'origine par le faire littéraire, l'amont du lac s'inscrit résolument dans une telle démarche. Néanmoins, cette notion d'oikos, héritée de la Grèce antique, se trouve en l'espèce redéfinie selon une épistémologie partagée par de nombreux peuples autochtones d'Amérique du Nord. Elle ne renvoie plus simplement au domaine et à la famille, comme c'est le cas de l'oikos dans la Grèce antique, mais, comme le rappelle le chercheur Lenape Jack D. Forbes, à un environnement composé d'organismes interdépendants. L'oikos de Virginia Pessemap au bord de l'eau, ce sont donc tous les territoires où les identités Anishinaabe et Sioux se fondent. Par conséquent, sa démarche éco-poétique vise à une réappropriation symbolique de ces espaces. Sa démarche vient corroborer l'affirmation du dramaturge Wendat Yves Souy-Durand, qui écrit, je cite, « Le territoire reste le siège des mémoires indiennes, en dépit des spoliations subies. » Fin de citation. Virginia Pessemap au bord de l'eau nous livre un récit de la résistance au mode de perception imposé par les populations colonisatrices. Elle nous livre également un récit de la survivance
au sens où l'entend le romancier et chercheur Anishinaabe Gerald Wisnor. La survivance, pour Wisnor, c'est le refus d'accepter l'hégémonie des discours dominants, mais c'est aussi le refus de la victimisation. Je cite Virginia, « Ce roman existe, nous dit-elle dans le prologue, je le souhaite afin de déterrer la graine de la joie enfouie dans notre culture, profondément vivante, échappée du brasier de l'anéantissement annoncé par la loi sur les Indiens, mise en œuvre par les Oblats de Marie Immaculée. L'amant du lac nous apprend que nous ne sommes pas que souffrance, que victimes. Nous pouvons aussi être plaisir, exultation des corps, des cœurs, amour. Au-delà de la sempiternelle, au-delà du récit, je voulais dire, de la sempiternelle souffrance autochtone, auquel on tente encore trop souvent de circonscrire les artistes des Premières Nations, Inuits ou Métis, Virginia Pesce-Mapeo-Bordolo nous renvoie à notre positionnement en tant qu'humains dans le grand récit du monde. Elle réaffirme la force de résistance qu'offre l'écriture contre la fin annoncée d'un monde. C'est peut-être d'ailleurs en partie ce qu'elle a voulu nous dire lorsque dans les dernières lignes de son roman L'Enfant hiver, elle écrit à son fils Simon, je cite, « Tu es parti en nous laissant la terre ». Et je voudrais m'arrêter sur cette citation. Je vous remercie. Bah, bravo Franck, merci beaucoup pour cette belle présentation, riche, stimulante, très inspirante. Eh bien, je me tourne tout de suite vers vous toutes et tous. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que Virginia, vous souhaiteriez réagir à cette présentation? Oui, merci Franck. Tu as vraiment bien étudié mon livre. Et tu me connais assez bien, oui. Euh, C'était au sujet du territoire, des clichés, des images pour la réappropriation du territoire. Madame, tu parlais de Tom Orange, qui écrit sans être dans le territoire. Moi, en réfléchissant, j'estime que le territoire, finalement, l'île de la Tortue, on l'habite de toute manière, que les villes soient construites ou non sur le territoire, reste que c'est au cœur du territoire autochtone d'Amérique. L'Amérique est d'abord l'île de la Tortue pour nous, enfin, pour moi. Et je comprends très bien ce qu'ils veulent dire quand ils disent que, bon, on en fait ça devient un cliché, tu sais, que tous les Autochtones parlent peut-être du territoire, mais en même temps, c'est un point de vue qui nous est nécessaire, non seulement en tant qu'écrivain, mais en tant que pour notre identité. Et moi, vous savez que le territoire que You est quand même encore très, très sauvage, partie du nord-ouest du Québec. Alors, personnellement, dans ma tête à moi, je suis encore, puis surtout que j'ai toujours eu des problèmes à vivre en ville, dans des villes, entre autres, c'est-à-dire que je cherchais toujours des coins où le territoire était comme moins habité, lorsque j'étais souvent dans des parcs, qui constituaient un peu comme ce qui était mon vécu à moi. Et donc, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai. Cette histoire, c'est vrai bon, c'est vrai que les Blancs ont quand même beaucoup investi la terre. Ils sont ils sont en train quand même, ils continuent encore de dévaster les forêts. Reste que je me dis un jour viendra où ce sera plus possible. C'est-à-dire que encore là, la terre se bouge beaucoup. Il y a beaucoup de manifestations de la terre-mère qui refuse finalement d'être assujettie. Donc elle brûle. Actuellement, elle brûle. Exactement comme il y a 2 ans ici. On a failli y passer. Moi, je prête beaucoup de vivant à la terre et je prête beaucoup d'amitié à tout ce qui m'entoure parce que je vis dans la forêt, près de la forêt. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, ça, cette histoire de dire que c'est un cliché que de parler de retrouver notre territoire,
d'écrire. Puis d'écrire sans être dans le territoire, comme je disais, tout de la tortue et des territoires autochtones d'origine. Ça fait pas si longtemps que ça, dans le fond. 500 ans, c'est rien dans le monde. Ensuite, mais j'aime beaucoup ton travail sur moi, par exemple, là, Franck. Vraiment très, très, très bien fait. Merci. Et Merci puis, d'avoir écrit le roman qui je suis aussi... fait ce que je pense du roman. c'est ça. Je suis aussi d'accord avec toi sur l'histoire de l'Indien écologique, tu vois, parce que actuellement, évidemment, il y a beaucoup d'Indiens qui ne sont plus écologiques. Tu sais, j'avais écrit un poème là-dessus qui disait que qu'ils roulaient finalement dans des voitures défoncées, tu vois, en parlant des habitudes qui ont été pris, donc copiées sur les Blancs. Et il y a beaucoup, évidemment, d'Autochtones qui roulent avec des VUS, des grosses voitures sport. Alors, on ira voir pour l'Indien écologique actuellement. Et puis, ah oui, et puis c'est ça, c'est au sujet de ma mère. Ma mère, elle vient de Waswanipi et c'est ma grand-mère qui venait de Waskaganish. C'était juste un Ah détail. voilà, j'étais pas sûr. Et je savais plus si la grand-mère de ton père, elle était Anishinaabe ou Atikamekw. En fait, on ne sait pas. Ouais, il me semblait bien. On ne sait pas. Il parle l'Anishinaabe. Il parlait l'Anishinaabe très bien, par exemple. Donc, c'est quelque chose dans le genre, tu vois. Il était très attaché aux Anishinaabe du lac Abitibi aussi. Alors, oui. Et puis, j'aime bien aussi quand tu parles de l'écocide et féminicide, les deux sont reliés, intimement reliés dans notre univers d'aujourd'hui, malheureusement. Et puis, oui, chez les You, c'est vrai que les You, on dit que nous venons de Sirius, de la constellation de Sirius, c'est celui du chien. Est-ce que Thomson en a parlé, je crois? Thomson Highway, je ne suis pas sûre, mais... Oui, oui. Thomson, il fait quelque chose de génial, c'est que dans le chapitre 2 du roman, quand il raconte sa naissance, si on peut reconstituer les constellations et en fait on peut reconstituer une partie de la cosmogonie. Alors lui, il y a Sirius et il y a les Pléiades, le centre de la constellation des Pléiades. Et j'ai trouvé sur, je pourrais partager le lien. J'ai trouvé comment ça s'appelle, un astronome Cree justement qui a fait une micro-conférence sur les constellations et la culture Cree. C'est passionnant parce que c'est une manière de voir la carte du ciel. Il y a la carte terrestre et il y a la carte du ciel. Et ce qu'en fait Thomson, c'est vraiment génial aussi. Oui, c'est vrai. Alors, il a raison. C'est comme... J'ai un ami à moi qui s'appelle Jacques Stabiche, il habite à Picogan. En fait, il habite à Picogan, qui a dit un jour, il dit, les Blancs ils disent qu'ils descendent du singe, mais nous, ils disent, on ne descend pas du singe. Il dit, pareil qu'on On vient de descend du détruire ciel. Sirius. C'était très drôle.